Bonjour à toutes et à tous. Et je pense qu'avec déjà ces deux interventions, la fatigue neuronale commence à se faire. Vous vous étirez un petit peu, respirez, détendu. Donc voilà, ce qui m'était demandé, c'était vraiment de faire le point sur comment est-ce qu'on va basculer vers le genre. Et puis ça tombe bien parce que c'est aussi ce que j'ai été amenée à faire moi-même dans mon propre travail de recherche. Donc je veux quand même vraiment rendre hommage à Madame Cogérino parce que c'est avec elle que j'ai appris à faire de la recherche. J'y ai travaillé pendant 5 ans au moins, il me semble. On a travaillé ensemble pendant 5 ans. Et puis, dans le contexte qu'elle vous a présenté. Et puis, à un moment donné, mûrie par toute cette expérience, forgée par toutes ces connaissances, j'ai eu envie de prendre mon autonomie parce que quelque chose me dérangeait dans les conclusions que l'on avait apportées. Donc, il faut quand même remettre ça il y a 15 ans. C'est déjà lointain, on pourrait dire. Et bien évidemment, nous avons beaucoup avancé, enfin je l'espère et je l'aimerais. Et j'ai quelques diapositives dans lesquelles je vais vous présenter plutôt des choses assez théoriques, enfin des points théoriques, et ensuite j'aurai plutôt des exemples. Donc ici, je me suis appliquée à faire un petit peu le point sur ce que revêt chacun de ces termes, très très brièvement. Mixité, il y a pas mal d'auteurs qui disent que c'est un état. Donc c'est le fait de mettre ensemble des filles et des garçons, des femmes et des hommes, c'est un état. Il n'y a pas de travail à partir de cette mixité. Ensuite, égalité, c'est un principe. C'est un principe, c'est une valeur, notamment une valeur républicaine pour notre pays. C'est un principe reconnu internationalement dans différentes conventions internationales, comme par exemple celle de l'UNESCO pour l'égalité d'accès des filles et des garçons à l'éducation. Mais c'est un principe difficilement opérationnalisable. C'est pas parce qu'on l'a décrété, c'est pas parce qu'il y a des lois qui disent qu'il faut être égal que ça se fait tout seul. Et donc pour le mettre en place, pour l'appliquer, finalement c'est très compliqué. Je pense qu'on l'a déjà vu dans les exemples précédents. Et le genre, là-dedans, qu'est-ce qu'il vient faire? En fait, il vient bousculer un petit peu, notamment ce qui relève de l'égalité, puisqu'il va interroger les mécanismes sous-jacents. Et c'est ce qui m'a intéressée d'aller rechercher, de travailler en particulier. Il y a des mots qui ont déjà été évoqués dans la présentation précédente, comme rapport de pouvoir. On a quelque chose qui est de l'ordre de rapport de domination, de rapport de pouvoir entre des groupes. Alors, la mixité, là c'est une citation, vous voyez, de 2012, donc qui a 10 ans. Mais quand même, la mixité, revenir juste sur ce point, c'est le fait d'intégrer les deux sexes dans un même espace public, c'est bien ça, on met ensemble des gens. Mais la mixité n'est pas signe d'égalité si les deux sexes ne sont pas à parité, c'est un premier problème, ou s'ils coexistent sans interagir, c'est un deuxième problème, ou s'ils ne sont pas traités également. Donc là, on a bien vraiment quelque chose qui dit que la mixité ne suffit pas en soi. C'est-à-dire que la mixité n'est pas porteuse d'un projet politique, on pourrait dire, au sens assez général du terme. Alors, je vous ai mis cette diapositive-là pour faire un rappel, mais très bref. Il n'y a pas à la prendre par cœur, je ne vais même pas vous l'expliquer vraiment. Mais un rappel sur la chronologie. C'est toujours intéressant quand on fait de la recherche de s'intéresser à la chronologie des concepts. Les concepts évoluent dans cette chronologie. Et vous voyez, en haut, on a les concepts ou les points d'interrogation portés plutôt dans l'espace social, la société. Qu'est-ce qui est interrogé dans la société? Et vous avez les repères ici à partir de 1970. On aurait pu remonter plus tôt. Par exemple, égalité des sexes dans les années 60, c'est une question. On ne la résout pas, mais on commence à la poser. On était très très centré à ce moment-là sur les classes sociales. Et on sait que les recherches des classes sociales ont fait écran à pouvoir rechercher aussi sur l'égalité. La partie du milieu, c'est le questionnement scientifique. Alors ce questionnement scientifique, il est relié plus ou moins à ce qui se passe dans la société. Mais quelquefois, il est en décalage. Et puis, enfin,
dans la dernière bande, la bande du bas, ce sont les prescriptions institutionnelles. Ici, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Et les ministères qui éventuellement peuvent travailler avec ces ministères-là. On parlait donc de mixité des sexes, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment le bord droit là, de ces flèches, parce qu'on voit qu'il y a un alignement, quelque chose qui commence à faire un courant qui qui dans un même temps, une même période, va être plutôt aligné. Et ça, c'est plutôt bon signe, parce que les questions de genre, dans les années 2000, qui étaient déjà portées, vous voyez, au niveau de la recherche, étaient totalement inaudibles, étaient totalement impensables, avaient beaucoup du mal à être comprises en dehors des espaces très restreints. Alors, deuxième schéma, parce que, en fait, moi, je pense que les schémas, ça m'aide à penser. Enfin, ça m'aide à formaliser ma pensée. Et voilà, certains préfèrent écrire. Moi, c'est les schémas qui m'aident à concevoir. Donc, c'est pour ça que je vous présente des schémas plutôt que des écrits. Une problématique, donc voilà, un double, quand on est dans l'école notamment, les questions de genre et ces questions donc, qui vont générer des inégalités, elles peuvent être pensées selon ce que l'on appelle un double fil curriculaire. C'est-à-dire quelque chose qui va se tisser de manière transversale dans ce qu'on appelle plutôt l'apprendre ensemble, par exemple le sexisme, le non-respect, les insultes, etc., et leurs conséquences, et puis un fil didactique, celui de l'apprendre ensemble, que viennent très bien d'illustrer et Antoine Bréau et Geneviève Cogérino. Donc il faut penser qu'il y a ces deux fils, et que quelquefois, dans certains des exemples pris, on a les deux fils en même temps dans la classe. Dernier schéma, pour cette partie, j'ai travaillé vraiment à partir d'une schématisation plus complexe de ce que peut revêtir le genre. Ici, bien sûr, le genre plutôt en tant que système, et même, pour ma part, je retiens le genre en tant que structure du social. Puisque si l'on pose les questions au niveau de l'individu, à gauche, socialisation, internalisation, travail identitaire, construction de soi, par exemple, ça va être lié au doing gender. Quel est ce que je donne à voir aux autres? Ça va être lié aux problématiques trans. Comment est-ce que je m'occupe de cet élève? Quelle place est-ce que je vais pouvoir lui donner? Là, on est au niveau de l'individu. Mais c'est déjà informé par le genre, c'est-à-dire que le genre travaille déjà toute cette dimension individuelle. Ensuite, au milieu, on a un espace plutôt médian qui est celui des groupes sociaux. Et là, à nouveau, on s'aperçoit que dans un groupe social, les individus vont en rajouter. On a parlé tout à l'heure de situations. Les choses vont s'actualiser dans les situations sociales, suivant les groupes, suivant la configuration des groupes dans lesquels on va pouvoir interagir. Et ici, on a la question des relations de pouvoir à l'intérieur d'un groupe, par exemple. Ensuite, ça se joue au niveau, alors vous avez compris, micro, méso, macro, on est aussi dans un schéma très traditionnel de la sociologie. Au niveau des institutions, et c'est intéressant d'aller jusque-là, parce que quand on change quelque chose à notre échelle individuelle, il faut penser que quelquefois les institutions n'aident pas toujours à aller dans ce sens du changement, ou alors quelquefois les institutions demandent des changements sans vraiment les rendre possibles au niveau individuel. En tout cas, tout cela est vraiment informé par le système de genre qui traverse, qui fabrique, qui produit des effets à chacun de ces niveaux. Alors sûrement vous connaissez le centre Hubertine Auclair, très certainement vous connaissez les lunettes du genre. J'ai juste mis ça parce que quand je fais des conférences de vulgarisation à des gens qui ne connaissent rien, je trouve que c'est un bon moyen pour leur expliquer très simplement et de manière imagée qu'il va falloir changer sa vision du monde et donc modifier son regard, se décaler, accepter de se décaler par rapport à sa vision habituelle. Alors, on ne va pas regarder, je vous rassure. Ça vous aurait fait 3 minutes de vidéo, mais...
Donc, intégrer le genre dans le social, c'est vraiment dans une analyse du social. C'est une réelle difficulté puisque, comme le suggère l'exemple du centre Hubertine-Auclair, la métaphore du centre Hubertine-Auclair, ça demande de voir l'invisible. Alors c'est compliqué de voir l'invisible, ça demande notamment de pouvoir débusquer les inégalités insidieuses. Ça a été tout à l'heure dit à plusieurs reprises. C'est insidieux, c'est sous-jacent, c'est souterrain, c'est en plus incorporé, ça marque nos propres corps. Et puis, il faut interroger la fabrication de la réalité, c'est-à-dire comment ça se passe ça ? Comment ça se fait qu'on en est là dans cette situation ? Antoine Bréau l'a montré pourquoi, là dans son dernier exemple, ce qui fait que la fille à un moment donné va se sentir encouragée. Il y a eu une petite modification qui a permis de modifier sa position et sans doute de modifier un petit peu le mécanisme sous-jacent. Donc interroger la fabrication de la réalité, c'est ne pas s'arrêter à la description de la réalité. Ensuite, je vous ai mis quelques points justement, mais pour très brièvement, hein, on n'aurait pas le temps de prendre, on ne peut pas prendre ensemble le temps de pointer tous les endroits où se loge le genre. Vous avez compris, pour moi, il se loge partout. Il est antérieur à tout un tas de fonctions et de situations sociales. J'ai pris quelques points clés, quelques points qui me paraissent intéressants dans notre discipline. Par exemple, la croyance que les différences sont fondées en nature. Avec notamment, mais oui, mais madame, vous comprenez, à l'adolescence, la testostérone, elle explose chez les garçons, etc. Bon, on s'aperçoit aux Jeux Olympiques qu'on est obligé de réguler la testostérone de certaines femmes. Donc on a quand même à se questionner sur le fait qu'on ait à le faire. Ça veut peut-être dire que tous les corps peuvent être interrogeables, que ce serait un miracle que la sexuation, les organes, les gonades, les hormones soient parfaitement alignés pour définir des garçons et des filles, qu'il n'y ait absolument aucune anomalie au niveau des organes sexuels pour les hommes et pour les femmes. Ce serait quand même assez étonnant quand on sait le nombre d'anomalies qui peuvent avoir lieu par ailleurs. Je veux dire du point de vue de la biologie. Un deuxième peut-être point, c'est l'idéologie commune au masculin neutre. Donc ça, c'est Nicole Mosconi qui l'a mise en évidence avec cette idée que finalement, les savoirs, notamment, sont au masculin neutre, le sport est au masculin, mais qu'on considère que c'est le neutre, c'est-à-dire que c'est le normal, le neutre en tant que normal, et que toute interrogation n'a pas lieu d'être puisque c'est le normal. Donc elle a interrogé les savoirs, la manière dont on va transmettre les savoirs, les supports, etc. Et on va retrouver toutes les interrogations présentées par Geneviève Cogérino au début de sa présentation. L'opérationnalisation par les biais de genre. Là, on est plutôt sur la psychologie sociale. C'est intéressant parce que vous savez très bien que la perception sociale, notre cerveau est très bien informé. Il est très bien informé dès le début de notre socialisation en tant qu'enfant. Et donc, on va être très performant à faire la différence entre les hommes et les femmes. La première question, c'est déjà, t'es un petit garçon ou t'es une petite fille ? Au début, ils ne savent pas trop, puis après, ils savent très bien. Et là, le monsieur, oui, mais il avait les cheveux longs. Ah, alors je ne sais pas où je le mets. Bon, voilà, vous voyez, ces biais de perception vont faire que l'encouragement à voir la société à partir d'une binarité est très importante. Et malheureusement, à chaque sexe vont être attribués des traits caractéristiques que l'on active à notre insu, parce qu'ils sont complètement présents dans notre mémoire à long terme. Vous avez des tas de choses autour de ça, notamment des choses intéressantes sur la menace du stéréotype qui permet de montrer comment ça fonctionne. Et enfin, la question des rapports sociaux. Donc ça, c'est vraiment les questions de genre, ces rapports sociaux qui produisent des représentations hiérarchisées du féminin et du masculin, donc des femmes, des hommes, des petits garçons, des petites filles.
c'est important cette question de la hiérarchisation, puisque ça attribue des valeurs à des individus, à des comportements, à des attitudes, et une hiérarchisation de ce qui est mieux et de ce qui est moins bien. On en a eu des exemples très intéressants tout de suite. Alors, pour aller toujours, c'est un peu la même chose, hein, pour approfondir un peu sur la question des savoirs, par exemple, Michel Ledeuf, qui est une philosophe, elle a commencé à questionner ça en 1998, mais même, je crois, dans un ouvrage avant qui s'appelle L'étude et le rouet, où elle dit, mais c'est bizarre quand même, finalement, tous les savoirs sont produits par des hommes. Et donc, les hommes produisent des savoirs, y compris sur les femmes, en particulier du point de vue de la médecine. Il y a tout un développement de la médecine sur les corps féminins, parce que les femmes vont être des mères, et donc du coup on va pouvoir beaucoup s'intéresser, enfin on va les avoir sous la main pour tout un tas de travaux médicaux. Et donc elle se dit, mais c'est bizarre finalement, on n'apprend jamais des femmes elles-mêmes ce qu'elles pensent d'elles-mêmes, de leur propre groupe. C'est quand même un petit peu un problème. Enfin, un point clé sur les questions de genre, c'est que c'est à la fois un concept et une catégorie utile d'analyse du social, notamment pour accéder aux caractères sociaux construits du masculin et du féminin, et identifier les mécanismes sous-jacents des rapports sociaux et des rapports de pouvoir. Et là, c'est John Scott qui est bien connu pour cette citation, et c'est une citation que nous avons reprise avec ma collègue Isabelle Collet dans le cadre du lancement de notre revue Genre, Éducation, Formation, qui est une revue en ligne dans laquelle nous avons un super numéro pour l'éducation physique que nous avons dirigé avec Loïc Zerdaïli. Donc je vais aller très vite là-dessus, puisque le genre, vous l'avez compris, il peut investir de nombreux points intéressants du point de vue didactique ou du point de vue de l'intervention en éducation physique ou dans les activités physiques et sportives, et notamment bien penser que ça s'intègre, il y a un apprentissage actif et un apprentissage passif de ces normes et de la manière dont on les intègre, dont on les incorpore, et donc voilà, ça s'apprend. Ça va concerner les espaces, le temps, la temporalité, les corps, le langage. On a eu quelque chose sur l'écriture inclusive, mais on pourrait aller bien plus loin sur les questions langagières, les activités, comportements pratiques, les supports, jouets, jeux, pratiques, médias. On a une exposition ici qui le révèle. La tenue vestimentaire, l'expression des émotions, enfin voilà, on peut passer en revue. Mais si déjà vous passez ces facteurs-là en revue quand vous êtes en train de concevoir votre séance ou quand vous êtes en train de la mettre en œuvre, ça vous aidera à avoir un petit peu une petite checklist sur laquelle porter votre vigilance. Alors, maintenant, je vais prendre un exemple. J'ai pris celui de la cour de récréation, parce que par souci pratique. Avec cette citation, enfin un extrait de deux citations finalement, un petit paragraphe lié à l'observation de la cour de récréation dans les travaux de Claude Zeiman, qui a été en 1998 la première à s'intéresser à ce sujet, en tout cas du point de vue des filles et des garçons. Et vous voyez, elle dit, les garçons utilisent la moitié de la cour, plus de la moitié de la cour avec les jeux de ballon, les filles sont au second plan. Et puis une deuxième chercheuse qui est Julie Delalande, vous la connaissez sans doute, sur l'ethnographie dans la petite enfance, qui s'est occupée aussi de cette cour de récréation et qui dit les deux types d'espaces sont occupés par les élèves. D'un côté, celui où les élèves souhaitent occuper le centre de la cour, de l'autre côté, celui où les élèves souhaitent se préserver du regard des autres. Et pour elle, ces espaces traduisent le caractère du groupe. C'est donc un processus de socialisation de groupe, tout à fait d'accord. Cette répartition des élèves, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est acceptée et respectée par tous. Dès le plus jeune âge, on apprend là où on va avoir le droit d'aller jouer. Alors, c'est intéressant, mais pour moi, ça ne va pas au bout de l'analyse. C'est-à-dire que là, on n'a pas les mécanismes sous-jacents qui apparaissent. Alors, on a besoin de creuser un petit peu cette question-là. Alors, quand même,
Claude Zeiman, elle a bien mis en évidence la domination topographique et sonore des garçons sur les filles, et puis la question de la domination physique. Hein, les coups de poing, le fait de chercher des jeux de corps à corps. Antoine Bréau a parlé de voilà, comment est-ce qu'on va essayer d'apprendre la virilité, de la mettre en œuvre, de la démontrer, de faire le doing gender, de performer. Donc on a ces grands axes de domination topographique, physique, mais sociale, avec l'exercice du leadership, qui passe notamment par l'humour, par les moqueries, par des violences verbales, des insultes, etc. Des plaisanteries sexistes. Et puis il suffit que l'on mette, et là c'est une limite nette de la mixité, ce qu'il suffit qu'on mette en coprésence les deux groupes de sexe ou des individus de chaque groupe de sexe pour que s'active cette séparation symbolique et le fait de mettre en place l'écart, le différentiel, si vous voulez, entre les filles et les garçons. Il suffit que l'on soit en présence d'un garçon ou en présence d'une fille pour qu'on se comporte encore plus comme des garçons ou encore plus comme des filles ou une fille. Alors, toujours sur la cour de récréation, qu'est-ce que l'on peut faire? Je suppose que vous connaissez aussi Mathilda Éducation, cette ressource très intéressante que je vous invite à aller consulter. Notamment, la chercheuse Edith Marie-Jules, qui est une géographe de formation, enfin géographe et sociologue, elle fait de la sociologie aussi. Elle va faire travailler, elle travaille beaucoup sur la cour de récréation. Vous pourrez observer quelle est la méthodologie qu'elle met en place avec des élèves. C'est vraiment intéressant. Ça rejoint un petit peu les questions qui ont été abordées précédemment. Et finalement, elle dit, mais la répartition des espaces n'est pas naturelle, contrairement à ce qui a pu être dit précédemment. Les espaces sont choisis par la contrainte et non pas par le souhait que j'ai envie de. Non, c'est parce que je ne peux pas faire autrement que je vais faire ça. Ou c'est parce que je suis incitée fortement que je vais occuper ces espaces-là. Donc, quelquefois, il y a un manque de facilité à y accéder qui peut être interrogé. Les garçons vont s'organiser, s'engager dans de grands espaces, et finalement, les filles, elles prennent ce qui reste. Les filles ne s'autorisent pas à traverser les espaces des garçons, alors que les garçons s'autorisent totalement à traverser les espaces des filles, voire vont faire de la provocation pour aller les gêner dans leur jeu. Les autres garçons vont s'autoriser sans aucun doute, notamment les plus dominants, à traverser ces espaces. Donc bien sûr, du point de vue de l'égalité, on va s'interroger sur les effets produits par ces comportements, le fait que l'on s'autorise ou que l'on ne s'autorise pas. Et on s'aperçoit que ce qui se passe dans la cour de récréation, c'est finalement qu'une petite dimension de ce qui va se passer dans l'espace public, qui commence à être très bien documenté également. Donc on peut s'interroger pourquoi 270 élèves d'une cour de récréation vont ne pas utiliser l'espace central qui va être sous la domination de 30 élèves qui ne vont pas autoriser les autres à franchir cet espace. Ça pose un problème d'égalité et donc on peut l'aborder par la citoyenneté. Alors cette fois-ci sur corps, savoir, pouvoir différencier, un autre exemple également lié à la recherche que l'on avait fait, enfin le petit ouvrage qu'on a fait, le genre là dans la collection pour l'action aux éditions EPS, dans lequel a aussi contribué Antoine Bréau. Donc on peut repenser à ce double standard de socialisation des corps, comment les filles et les garçons vont apprendre à utiliser leur corps de manière normative qui va s'inscrire dans la féminité ou la masculinité. Et ça, vous voyez qu'il y a des violences quand une fille notamment se comporte ou est habillée ou se comporte plutôt de manière masculine. L'histoire du crachat des footballeuses, je ne la connaissais pas. Je me suis dit, moi aussi je crache quand je fais mon jogging, c'est pas bien.
Voilà, on peut penser à ce genre de choses. Si un garçon préfère, je sais pas quoi, enfin fait des mouvements où il n'est pas en réussite, on s'aperçoit qu'il ne sera pas dans le standard de socialisation, et là ça va être embêtant. Par exemple, ceux qui ne sont pas très musclés. Hein, alors les quatrièmes, parfois même les troisièmes, qui n'ont pas encore fait complètement leur croissance, sont super embêtés. Donc ils viennent vous voir. Ouais, j'ai besoin de faire des exercices de renforcement musculaire parce que là, moi, je suis le gringalet du coin. Franchement, tous mes potes, ils me disent que c'est la honte. Oui, mais bon, il n'y a peut-être pas que ça. Mais aussi parce que c'est ce double standard, il est aussi intégré dans ce qui se passe dans notre tête. Donc on a un processus d'incorporation idéologique qui fabrique ces corps. Et on peut penser, par exemple, à ce qui relève de ce critère, ces items, ce critère du sexe, ce qu'on appelle la race, la classe sociale, le genre, bien sûr, mais aussi l'orientation sexuelle et les corporéités, hein, les grosses, les gros, les valides, les invalides, etc. On a aussi tout ça qui va rentrer dans notre lecture a priori, dans notre perception sociale, et qui va mélanger à la fois les traces, des marqueurs à l'intérieur de notre corps, donc des choses très matérielles, et puis des éléments très symboliques dans nos esprits. Donc voilà, très mental. Mais tout cela contribue au maintien des rapports de pouvoir. Alors, dans ce fameux petit ouvrage-là du genre, avec ma collègue Michel Coltis, nous avions travaillé avec une classe ou des classes de lycée sur des cycles de volley-ball. Et on s'était appliqué à essayer de penser un petit peu la conception de la leçon de PS de manière à intégrer ces éléments. Alors, on s'était essayé. On n'a pas beaucoup poursuivi malheureusement, mais en tout cas, je me permets de vous présenter ça. Avec la nécessité, bien sûr, le maintien de la nécessité d'une lecture descriptive des corps. On a besoin toujours de renseigner les élèves sur la manière dont ils produisent le geste technique. Bien sûr, toute la question des feedbacks, elle est importante. Mais on a besoin, puisque c'est ce qui fonctionne dans le mécanisme sous-jacent, de pouvoir penser en même temps que cette lecture descriptive à une lecture plus anthropo-sociologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui marque les usages corporels, suivant qu'on est une fille, suivant qu'on est un garçon, suivant la classe sociale, suivant peut-être la culture à la maison, la culture provenant d'une culture d'un autre pays qui est peut-être arrivé ici, ou d'autres espaces culturels, des possibilités aussi que j'ai à mouvoir ou moins mon corps. Donc on a besoin d'intégrer cette dimension symbolique en même temps que la dimension motrice plus pure du prof de PS. Notamment, nous avions, et donc à proposer ensuite d'essayer d'aller plus loin. Alors j'ai mis casser, c'est un terme peut-être un petit peu fort, mais je voulais quelque chose qui montre qu'on recherche une rupture, qu'on recherche justement ce décalage, la possibilité de se sortir de cette normalisation de la socialisation. Hop. Et puis j'aurais dû rajouter un dernier point qui était le fait de compenser la socialisation différenciée entre les filles et les garçons, qui fait que majoritairement les filles ont moins d'occasions d'apprendre au niveau moteur, notamment du point de vue des techniques du corps et des techniques sportives. Et donc nous avions proposé que ce travail sur les gestes techniques s'engage dès le tout début de l'échauffement dans la leçon de PS pour utiliser toute la possibilité du temps et non pas faire comme ce qu'a décrit Antoine Bréau tout à l'heure en tronquant largement le temps possible à investir. Alors j'en termine avec ça, c'est ma dernière diapositive, parce que je suis convaincue que pour réussir à modifier durablement, il est nécessaire de faire de l'analyse de pratique. Je pense que si, par exemple, Antoine Bréau ou moi-même ou Loïc Zerdarelli ou les collègues qui sont là, Cécile Autogali,
Par exemple, on peut imaginer, penser des choses autrement. C'est aussi parce qu'on a mis à l'épreuve, ces principes, enfin ces éléments de connaissance, on les a mis à l'épreuve de notre expérience de prof. Et donc, ça nous permet de pouvoir avoir des retours, des informations, pour pouvoir essayer d'améliorer un petit peu les choses. Comme l'a dit Antoine Bréau, il n'y a pas de situation magique, il n'y a pas de leçon magique. Et donc, je crois fortement à l'analyse de pratique. Cette analyse de pratique, elle est nécessairement guidée par un encadrant ou une encadrante formée. Et c'est là que vous avez toute votre place, que vous avez vraiment un rôle majeur à jouer, c'est-à-dire que vous allez être formé et vous allez pouvoir aider d'autres personnes, déjà commencer par vous-même bien sûr, mais aider aussi d'autres personnes à s'engager dans cette transformation, parce que c'est déstabilisant, bien sûr, puisqu'on va quitter la réalité habituelle, on va être obligé de se décaler de ce masculin neutre, donc c'est un petit peu ébouriffant. Il faut pouvoir se rassurer par moment, et puis il faut aussi être aidé à trouver les bons étayages. Donc, dans ce schéma, qui est un schéma spiralaire, que vous pouvez retrouver dans la revue Tréma, c'était un article que j'avais fait justement sur la formation, on passe vraiment de soi-même en tant qu'acteur, avec son intime conviction, son intime vision du monde. Et on va, donc ces valeurs personnelles, mais aussi ces valeurs professionnelles qui ne sont pas forcément identiques, qui ne sont pas forcément similaires, qui ne vont pas forcément s'aligner. Et puis vous voyez à gauche, on est sur les compétences à acquérir progressivement. Hein, et vous voyez qu'il y a la place pour identifier le problème, organiser les activités, exploiter les ressources, agir, interagir. Donc là, c'est vraiment quand on est dans la séance, par exemple. Et puis ensuite, le retour. C'est pour ça qu'on a besoin de l'analyse de pratique, le retour réflexif pour pouvoir structurer et transformer et se transformer aussi soi-même. Donc on va pouvoir progresser si on réussit à mener l'ensemble de ces boucles et ça modifie vraiment l'acteur et l'actrice dans ses valeurs personnelles et bien sûr dans ses valeurs professionnelles. Donc voilà, pour terminer, juste puisque je l'ai cité plusieurs fois, ce petit bouquin, Le genre, qui est sorti en 2017, je cherchais, je ne savais plus trop. Merci à vous.